Bonjour à tous, bienvenue dans Les Enfants de la République, dont vous êtes l'invité Marlène Schiappa. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier un livre, Sa façon d'être à moi. Alors, pourquoi avoir écrit ce roman où il est question à la fois de la vie, d'amour, d'infidélité, de Corse, du lycée Henri IV, mais aussi de la politique et des médias. Pourquoi ce livre? Enfin, bon résumé, moi j'écris des romans depuis quasiment toujours. J'écrivais des romans avant d'être ministre. Mon premier roman qui s'appelait Pas plus de 4 heures de sommeil, il a été traduit en une douzaine de langues. Mélissa Torio a racheté les droits pour en faire un film. Et ensuite j'ai écrit des livres, j'en suis à une trentaine de livres, donc je raconte des histoires, voilà, Oui, là, comme vous tous êtes les ministre quand même romanciers. hein, depuis pratiquement 5 ans, et là, Absolument. vous avez écrit ce livre. Ouais, bah, écoutez, c'est une histoire que j'avais envie de raconter. D'abord, qui est une histoire d'une rencontre entre une femme qui est une mère célibataire, qui vit dans un milieu de gauche, qui vient d'un monde un peu populaire Un peu vous, et quoi. ça peut il y a des points communs, bien sûr, avec Une moi. Corse, hein, Voilà, exactement, elle est corse. Mais vous remarquez, par exemple, Justine Lévy ou Eliette Abécassis, quand elles écrivent, elles racontent des héroïnes parisiennes juives, en hmm. général, parce que c'est leur Ah, identité. d'ailleurs, à un moment, je le vois dans le livre, Mazel Tov. Ouais. Hein. Ça, je le dis tout le temps, c'est un tic de langage. Et souvent, les gens pensent que je suis juive d'ailleurs, parce qu'on me dit que je suis typée, j'ai un nom en SCH, et je Hmm. dis tout le temps Mazel Tov dès qu'il y a une bonne Ouais, nouvelle. voilà. Donc parfois, les gens le prennent au premier degré, voilà, Hmm. tic de langage. Et tout ça pour dire que oui, ça fait partie de mon identité d'être corse, Hmm. et donc j'ai mis aussi dans le roman. Ouais. Et c'est un autoportrait ou pas? Alors, même si vous dites il y a plusieurs personnages, mais Oui, quelque part, on vous reconnaît. On me reconnaît en Et plusieurs personnages. Il y ouais. a Elsa, cette héroïne, Elsa Colombani, qui est donc corse, qui est une mère célibataire, qui habite à Paris, qui est nommée par un concours de circonstances directrice des affaires publiques d'une boîte de cosmétiques bio dans laquelle elle travaille. Il y a ce personnage de Marvin, qui est le député populaire accro aux réseaux sociaux, Mhm. dans lequel j'ai mis un petit peu de moi aussi, un peu de mes défauts. Et puis j'ai mis de moi un peu dans tous les autres personnages. Il y a un personnage d'une jeune adolescente qui est un peu woke, indigéniste, féministe, décoloniale, végane. Je me suis inspirée un peu de mes filles et de leurs copines pour Elles sont ça. en veau, qui est indigéniste. Voilà. J'essaye de faire en sorte que non, mais ma Ouais. fille, elle a bientôt 15 ans, et comme toutes ses copines, elle fait partie de cette génération très militante, très féministe, engagée, écolo, qui engueule ses parents et qui remet tout en cause. C'est-à-dire, elle interroge l'appropriation culturelle, voilà, tous ces sujets-là Et à la alors, maison. et alors là, on va pas faire une émission culturelle, on va pas parler que du livre. Puis à un moment donné, la mère n'ose pas présenter à sa fille son nouvel ami. Hein. Oui, parce qu'en fait, ce personnage, elle fait partie de cette génération de femmes qui sont un peu en sandwich. Il y a 3 générations de femmes qui vivent sous le même toit. Elle vit avec sa fille qui est ado, mais elle Et vit sa aussi mère. avec sa mère, dont on comprend qu'elle a été victime de violences conjugales, qu'elle a des problèmes, qu'elle est en train de devenir folle, en fait, hein. Elle prend des médicaments, etc. Et elle n'a pas envie de montrer son intimité à ce journaliste du Figaro dont elle vient de tomber amoureuse. Et je crois que ça peut arriver. Beaucoup de gens se reconnaissent dans le fait que parfois, on a honte, parfois il y a des choses de notre vie qu'on n'a pas envie de montrer aux autres, et quand on vient de rencontrer quelqu'un, on a envie de se montrer sous un jour positif. On n'a pas tout de suite envie de sortir nos casseroles, nos placards et nos Hmm. difficultés de vie, en tout cas. Le genre du Figaro, je fais peut-être une erreur, de la Rivière, quelque chose comme ça. Arthur de la Ah, Vallière, de la très Vallière, de cher. la Vallière, de la Voilà. Vallière. C'est joli, Alors, non? hein? C'est joli. C'est très joli, bien sûr, c'est très joli. Et ça va très bien avec vous, de Ouais, Chiappa de la Vallière, ça voilà, va très bien. super. C'est un très beau couple. Hein. Exactement. Alors, et c'est donc un besoin pour vous d'écrire, Marlène Schiappa. Oui, moi j'écris tout le temps, voilà, c'est une addiction, une passion. Il y a des gens qui font du bricolage, il y a des gens qui font du sport, voilà. Moi j'écris. Il y a des ministres qui disent que tous les matins ils vont courir 1 heure. Hmm. Personne Je leur sais dit: pas «Oh là comment ils font, mais là», bon. ouais, moi non plus, mais personne leur dit: «Oh mon Dieu, comment vous trouvez 1 heure?» Tout le monde dit: «Ah, c'est formidable, quelle merveille». Voilà, Et moi vous j'écris écrivez une tous les heure. matins? Alors, par période, là, j'ai passé 4 ans à l'écrire, ce roman. C'est long, un roman à écrire. J'ai écrit beaucoup l'été. J'ai passé 2 étés à écrire, donc ça veut dire que c'est du temps qu'on passe pas à faire autre chose. On va pas à la plage, on va pas à des fêtes, et à la place, on est devant son ordinateur. Mais c'est aussi un plaisir d'être dans son univers avec ces personnages qu'on a créés. Alors, on va revenir à votre parcours, Marlène Schiappa. Au moment de votre nomination comme ministre, votre père vous avait fait cette recommandation. Je sais qu'on vous la sort à chaque fois, mais c'est pas grave, pour nos Non, c'est auditeurs, c'est intéressant. intéressant. Ne te prends pas trop pour Marlène Schiappa. Alors, est-ce que vous avez écouté ces conseils, les conseils de votre père, ou alors est-ce que vous avez la grosse tête, comme le soulignent vos détracteurs? Ah, je crois pas que... Enfin, j'ai jamais entendu dire que j'avais la grosse tête. Certains On me dit... détracteurs le disent. Hein. Je crois pas, je crois qu'on me dit que parfois que je communique beaucoup, je fais des Mm. reproches comme ça, mais que j'ai la grosse tête, non. Moi, je viens d'un milieu populaire. Mes amis, c'est pas des gens qui sont dans les paillettes, Mm. ce sont des gens qui sont instit, infirmières, etc. Je viens pas de ce monde médiatico-politique, je suis pas parlementaire, je suis pas une ancienne patronne de grosse boîte. Voilà, je viens d'un milieu populaire, et donc je reste qui je suis. Et j'essaye effectivement de pas me prendre pour
C'est le mythe de la caverne de Platon. Vous savez, il y a une ombre et on pense que l'ombre portée, c'est la réalité des choses. Mmh. L'ombre portée, c'est pas la réalité des choses. Et le portrait qu'on fait d'une personne dans les médias, parfois, n'a rien à voir avec ce qu'est en réalité cette personne. Alors, est-ce juste de dire que vous étiez prédestiné à la politique? Votre père a été, est toujours un militant politique, mais de l'autre côté, Ouais. hein, plutôt LFI. On a entendu parler enfin, De désaccord. désaccord, je cherchais le mot, entre Ouais, vous et bien lui, sûr. notamment par rapport à la laïcité dont on Mm. parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, est-ce que vous étiez prédestiné à la politique et est-ce que vous avez beaucoup d'ambition politique? Alors moi, j'ai toujours baigné dans un univers politique. Vous l'avez rappelé, ma mère, elle venait de la LCR, ensuite elle était à l'OCI, mon père aussi, donc chez les trotskistes. Chez moi, le dimanche, on allait tous les dimanches. Enfin, moi, j'ai jamais vu mon père faire une grasse matinée, par exemple. Le Mmh. dimanche, il mettait son réveil, il allait tracter au marché, ou il allait en réunion, en meeting, en déplacement, dans des colloques, voilà. Donc j'ai vraiment baigné là-dedans. Mais pendant des années, j'étais un peu en rejet de la politique. J'ai commencé tard, j'ai commencé à 31 ans la politique, vraiment. Parce que je me suis présentée à une élection à 18 ans et entre 18 ans et 31 ans, j'ai pas fait de politique politicienne. Voilà, parce que justement, je voulais un peu tenir à 31 ans, distance. c'est 2016? J'arrive au Mans, c'est 2014, j'arrive 2014. au Mans comme maire adjointe, Mmh. voilà, dans une majorité de gauche. Alors, est-ce que ça vous a changé? Est-ce que ça a changé votre perception de la République et de ses valeurs et de la vie tout court d'ailleurs, d'être ministre, d'avoir été nommé ministre, en 2017? Est-ce que ça Oui, vous a changé? oui, bien sûr, ça m'a changé. Et votre perception de la République? Oui, parce qu'on a vécu pendant presque 5 ans des choses, des épreuves qui ont montré à quel point le pays était morcelé. Les gilets jaunes, enfin moi j'ai eu quand même une invasion des gilets jaunes en bas de chez moi de nuit alors que je dormais, j'étais avec mes enfants qui dormaient aussi. Et quand vous avez vos enfants qui se réveillent en pleurs parce que quelqu'un devant crie Chiappa, on va te crever, des menaces de mort, jette des pétards, tape Mmh. sur la porte pour l'ouvrir, etc. Oui, ensuite, ça c'est ce que j'ai pu voir moi en tant que personne, mais il y a des choses que j'ai vues en tant que témoin, en tant que ministre. J'étais avec le président de la République et Gérald Darmanin le jour de la décapitation de Samuel Paty. Quand on arrive là, voilà, c'est marquant. C'est Il y a des juste choses un an, hein. dont, Mmh. exactement, il y a un an, ce sont des choses dont je me souviendrai toute ma vie d'arriver et qu'on nous dise attention, il y a le corps du jeune professeur, il y a la tête qui est plus loin. On a parlé les yeux dans les yeux avec les policiers, notamment de la police municipale, qui sont intervenus pour arrêter le terroriste. Voilà, je pense que quand on a vu des choses comme ça, plus que le gouvernement, c'est surtout le ministère de l'Intérieur, en fait. Et je pense que c'est quelque chose de commun à tous les responsables politiques qui sont passés au ministère de l'Intérieur, Valls, Cazeneuve, d'autres. Eux étaient ministres comme Gérald, moi je ne suis que ministre délégué, mais néanmoins je baigne là-dedans toute la journée. Oui, forcément, on voit la vie différemment quand on a tous les jours des comptes rendus de toutes les crises et les catastrophes qui se passent dans ce pays. On va reparler de laïcité, d'islamisme, de toutes ces Volontiers. sous-dérives dans quelques minutes. Mais d'abord, puisque vous parlez de Samuel Paty, on a eu l'impression qu'au moment de sa décapitation, il y a eu une prise de conscience et puis que maintenant ça s'est évaporé. C'est vrai ou c'est le cas ou pas? Est-ce que vous le ressentez comme Mais ça? dès 2016, il y avait certains experts qui ont fait des analyses pour dire que le terrorisme n'était plus quelque chose qui forcément révoltait, mais que c'était devenu un genre de bruit de fond. Mmh, C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a du terrorisme islamiste, on sait qu'il y a une menace en France, et c'est un genre de bruit de fond. mmh, Je crois que c'était Gilles Kepel qui disait ça, mais je ne suis pas certaine, donc je ne veux pas mal le citer. Et tout ça pour dire que oui, j'observe que la durée d'indignation, elle est de plus en plus courte, mmh. mais heureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui mènent ce combat. Cette semaine, j'étais à Rambouillet, nous avons dévoilé une plaque en hommage à Stéphanie Monfermé. C'est cette policière de Rambouillet qui a été tuée par un terroriste islamiste. Et il y avait sa famille, son mari, veuf, et ses 2 filles adolescentes qui sont d'une extraordinaire dignité, et voilà, qui se tiennent droit, qui défendent la France, la République. Et je crois que c'est un très beau modèle. Alors on reparle de ces sujets dans quelques minutes. D'abord, au centre de votre domaine de compétences ministérielles, le premier, le droit des femmes. Qu'est-ce que le mouvement MeToo a vraiment changé pour les femmes, Marlène Schiappa? Beaucoup de choses, mais je dirais que parfois, j'ai l'impression qu'il y a parfois des incompréhensions dans Mmh. l'objectif qu'on veut poursuivre. Moi, j'étais très, quand j'ai entendu Sandrine Rousseau dire qu'elle était très heureuse de vivre avec un homme Ah déconstruit. oui, est-ce que vous avez compris ça? Qu'est-ce que ça veut dire Alors un moi, homme j'ai déconstruit? répondu, j'ai fait une tribune dans le Ouais. journal Le Point qui s'appelait Éloge des hommes construits, Mmh. dans lequel je dis que on a passé des siècles à se défaire de l'image de la femme bonne à marier. C'est-à-dire Mmh. le fait de dire si une femme est une bonne ménagère, on peut bien l'épouser. C'est pas pour tomber dans l'inverse, c'est dans l'homme bon à marier. Mais comment vous avez compris ça?
Bah, Homme en fait, déconstruit. avant, C'est quoi? Non, parce qu'on est beaucoup à ne pas avoir compris. avant, Homme déconstruit, c'est je quoi? sais pas, mais ce sera à elle de le dire, mais avant dans le débat, ils sont en train de parler de stéréotypes de Mmh. genre, de tâches Mmh. ménagères, etc. Donc Or, avec on ne Yannick déconstruit Jadot. pas des personnes, on déconstruit des stéréotypes, on déconstruit des préjugés. Mmh. Donc j'imagine que son propos était de dire qu'elle vit avec un homme qui a déconstruit les stéréotypes masculins et que donc il ne se sent pas obligé d'être dans le cliché de l'homme en excès de virilité, etc. Donc ça J'imagine veut que dire quoi? c'est On a cela. compris parce qu'il fait le ménage, il fait la cuisine, c'est ça? Un homme déconstruit? Manifestement, c'est ce qui était dans le débat, mais encore une fois, et ça rejoint le sujet de mon livre, Mmh. d'abord, on choisit pas de qui on tombe amoureux, Mmh. et je pense que dans ce pays et dans ce monde, on aurait tous beaucoup moins de problèmes si on pouvait choisir de qui on tombe amoureux. Mais je pense que c'est une idéologie dangereuse, Mmh. parce que c'est aussi ce que disent certains homophobes. Tu n'as qu'à faire un effort et tomber amoureux de la personne adéquate. Mmh. Là encore, il y avait des mariages forcés, on mène un combat contre les mariages forcés, c'est l'idéologie des mariages forcés, de dire Mmh. tu peux choisir de tomber amoureux de la personne qui coche toutes les cases pour toi. Et derrière, dernière chose, je trouve assez détestable le fait de se dire qu'on ne peut être en couple qu'avec quelqu'un qui partage notre engagement politique ou notre vision politique. Et là aussi, dans le roman Sa façon d'être à moi, je veux justement faire une ode à la rencontre de l'autre, y compris quand on n'a pas les mêmes avis Mais c'est politiques. pas votre cas. Alors moi, je Dans suis la vie, plutôt dans votre vie dans ma vie personnelle. personnelle, vous voulez dire? Ouais. Non, mon mari et moi, on est plutôt d'accord sur les valeurs. Après, on n'est pas toujours d'accord politiquement. Il y a des sujets politiques sur lesquels on s'engueule parce qu'on est en désaccord. Mais on est d'accord sur les valeurs fondamentales, notamment les valeurs de la République, mais aussi la manière d'élever nos enfants dans le respect, Mmh. voilà. Alors, vous avez considéré que tout ce qui contribue à la parole des femmes est positif, reste que dans ce domaine, hein, par rapport à MeToo, on a vite fait de considérer un mis en cause comme déjà coupable et condamné. La justice des réseaux sociaux, Marine Schiappa, est-ce qu'elle n'est pas devenue une dictature de la pensée? Mais Et d'ailleurs, pas seulement dans ce domaine, dans tous les domaines, hein. là-dessus, moi, je veux dire, un coupable et un innocent, c'est pas la même chose. Mmh. Voilà. Donc évidemment, moi, ce que j'ai dit au moment de MeToo, et ce que je crois toujours, c'est que quand une femme ne sait pas où elle peut parler et qu'elle trouve les réseaux sociaux pour avoir une manière de s'exprimer, je pense que c'est positif. Et je Mmh. pense qu'il ne faut pas aller dire à une personne qui a été victime de viol, de violence conjugale, etc., tu n'as pas à parler comme ci ou comme ça. Mais c'est pour ça qu'on a créé des plateformes. Nous, on a créé une plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr. Vous avez des policiers, des gendarmes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des psychologues qui peuvent vous aider à préparer votre plainte. Parce que faire un tweet, ça n'amène pas à une judiciarisation automatiquement. Et je le dis parce que moi, je vois régulièrement des notifications avec des gens qui disent ma soeur est victime de violences conjugales, mon cousin a été violé, Marlène Schiappa ou police nationale, que faites-vous? En fait, c'est ainsi que fonctionne la justice dans notre pays. Pour que la justice passe, il faut qu'à un moment, il y ait une saisie. Et donc, pour cela, cette plateforme, elle est très Et donc, aidante. c'est pas les réseaux sociaux. Alors, puisqu'on parle des femmes, des féministes, ainsi de suite, comment vous expliquez qu'un certain nombre de militantes féministes défendent les revendications des islamistes, des salafistes ou des frères musulmans, que ce soit sur le voile, sur la mixité dans les piscines, au travail, dans les services publics ou dans les hôpitaux? Moi, je trouve que c'est un énorme Et c'est bien non-sens. un constat que vous faites, hein? Ah, c'est un constat que je partage pleinement et je trouve que c'est un non-sens. Il y a un dévoiement du féminisme et il y a un certain nombre de contresens dans le débat public actuel où certains disent qu'ils mènent un combat antiraciste alors qu'en fait c'est un combat qui n'est pas du tout antiraciste et qui ne vise pas l'universalité, le droit commun, etc. Le féminisme, c'est pareil. Quand on me dit on va faire une action coup de poing au profit du burkini au nom du féminisme, je trouve que c'est incroyable parce que ça vise à créer une nouvelle norme et à empêcher les femmes qui ne sont pas porteuses du burkini d'accéder sereinement à la piscine, par exemple, quand ça se passe dans des piscines. Et vous pensez à quel féministe, par exemple? Caroline de Haas, elle est comme ça? Bon, je vais pas Mmh. ça fait longtemps, je ne sais pas, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu en fait, pour Ouais. être honnête là-dessus, donc je ne veux pas viser une personne en particulier, mais oui, il y a un certain nombre de groupes qui sont comme ça, et de plus en plus qui se revendiquent en disant que pour être féministe, il faudrait être forcément d'extrême gauche, anticapitaliste, voilà. J'ai même lu d'ailleurs une interview d'une auteure qui dit dans un magazine d'extrême gauche qui dit que le combat pour l'égalité salariale, ça représente un féminisme bourgeois capitaliste. Enfin, franchement, le magazine m'est tombé des mains. Mmh. Je veux dire, depuis quand dire qu'on veut être payé autant qu'un homme, ce serait un combat capitaliste, bourgeois, etc. Mmh. Moi, je me bats à la fois pour la dignité des femmes qui sont aides ménagères dans des hôtels et en même temps pour qu'il y ait plus de femmes dans les comex, à la direction des entreprises, qui puissent créer leurs entreprises. Je crois que l'un n'est pas exclusif de l'autre. Alors, on parlait tout à l'heure de Samuel Paty. Il y a, en 2015, les massacres de Charlie et d'Hypercacher. À ce moment-là, il était bon de dire que la République devait reconquérir les cœurs et les esprits. 6 ans après, on a l'impression, comme d'ailleurs par rapport à Samuel Paty, que la situation a empiré. Est-ce que c'est un constat que vous faites? Et puis, qu'est-ce qui reste de l'esprit Charlie 6 ans après?
Moi, je veux rien laisser tomber. Juste avant l'été, je suis allée, me recueillir à l'Hyper Cacher et déposer une gerbe de fleurs en commun avec mon homologue qui est la ministre, de l'intégration et ministre de l'ALIA, en Israël, Et qui est d'ailleurs, venue qui est venu d'Éthiopie en Israël, hein. exactement, qui a un parcours personnel, incroyable. C'est une femme, de beaucoup de courage, beaucoup de personnalité, que j'apprécie beaucoup, et elle est venue à Paris et ensemble, nous sommes allés main dans la main déposer cette gerbe de fleurs en hommage à ces Français qui ont été tués parce que juifs. J'étais au Sénat, j'ai, défendu, au nom du gouvernement, une résolution, sur, la lutte contre l'antisémitisme cette semaine et Dont on va parler. Dont on va à parler. cette occasion, j'ai rappelé à quel point vous avez encore aujourd'hui, et ce n'est certainement pas sur Radio J que je vais l'apprendre à qui que ce soit, des gens qui se sentent menacés parce que juifs. Les personnes juives en France sont beaucoup plus victimes d'actes de racisme, d'actes de menaces, d'actes de discrimination que la moyenne de la population. Alors, on va parler tout de suite de cette résolution au Sénat. Donc, une résolution adoptée mardi, une résolution non contraignante sur la lutte contre toutes les formes d'antisémitisme, similaire à celle de l'Assemblée, votée à l'Assemblée en 2019. Une résolution qui reprend la définition de l'antisémitisme proposée par l'IHRA, l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Est-ce que Marlène Schiappa, comme l'a souligné le sénateur Carucci, LR, Roger Carucci, en arriver à cette résolution, c'est lui qui parle, c'est surtout la marque d'un échec de toutes nos politiques publiques depuis 20 ans. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce Moi, que vous je faites veux, le même constat que lui? Moi, je veux surtout souligner qu'il y a eu un vote à l'unanimité. Alors, je déplore qu'il y ait des sénateurs qui n'aient pas pris part au vote. C'est-à-dire des sénateurs d'extrême gauche qui étaient présents dans Notamment l'hémicycle. des écolos, j'ai vu certaines Exactement, qui étaient déclarations. présents dans l'hémicycle et Mm. qui n'ont pas souhaité prendre part au Parce qu'ils vote. considéraient que c'était quelque part empêcher la critique de l'État d'Israël. Enfin, vous savez, Je rappelle ça pour nos auditeurs, hein. Non, mais vous avez bien raison, mais j'ai un ami qui me dit souvent l'égalité, c'est pas 1 minute pour les juifs, 1 minute pour les nazis. Mm. Je crois qu'il y a des sujets sur lesquels on peut pas être neutre. Quand Mm. on refuse de condamner l'antisémitisme, c'est qu'on le cautionne quelque part. Donc moi, j'étais très en colère de voir que eux ne prenaient pas part au vote. En revanche, je veux dire qu'il y a eu une unanimité sur tous les autres rangs et que je remercie les sénateurs Retailleau et Marseille qui ne sont pas de mon bord politique, mais qui Mm. ont choisi de mettre à l'agenda du Sénat ce débat. Et au nom du gouvernement, j'ai eu un discours très ferme et très clair sur la lutte contre l'antisémitisme et sur ce combat qui doit nous unir tous. Le matin, j'avais reçu d'ailleurs à mon ministère des représentants d'organisations, du CRIF, d'associations, des cultes, etc., avec lesquels on a échangé pour voir comment on peut toujours mieux sécuriser les synagogues pour la sécurité des personnes qui s'y rendent, les abords des écoles juives, des lieux dits sensibles, et comment ensemble on peut condamner et judiciariser tous les propos et tous les actes antisémites. Je retiens aussi cette déclaration de la sénatrice centriste, donc qui n'est pas de votre bord, Nathalie Goulet. Je la cite: penser que certains abrutis utilisent les symboles de la Shoah pour manifester contre le pass sanitaire me donne la nausée. Mais écoutez, cette sénatrice qui est effectivement pas de mon bord politique, avec laquelle, honnêtement, habituellement, on a plutôt des désaccords, Des accrochages même, hein. des accrochages même, tout à fait. Elle a sorti de sa poche un tissu, et ce tissu, c'était une étoile jaune. Qui a été portée Quelqu'un de sa famille. par Ouais. sa grand-mère, Mm. et elle a dit que son père était sorti des camps, c'était un enfant, et sa grand-mère a demandé à quelqu'un d'avoir pitié et de le laisser partir. J'en ai encore la chair de poule. Et voilà, dans ces moments-là, je crois qu'il faut se rappeler quelles sont les grandes valeurs de la République qui nous unissent, au-delà des petits désaccords politiques qu'on peut avoir sur tel ou tel projet. Tant que le pays sera uni sur ces sujets-là, sur les valeurs de la République, dans sa grande majorité, je pense que ce sera un signal positif. L'antisémitisme, Marianne Schiappa, c'est de nouveau, je dis pas que c'est un nouveau, je dis est-ce que c'est de nouveau un mal français? Oui, j'observe, regardez ce qui s'est passé pour la stèle de Simone Veil, par Mm. exemple, encore récemment, où les manifestations, vous avez ces panneaux glaçants avec des noms de personnes que l'on suppose juives et avec lesquelles on rajoute cette interrogation terrible, le qui? Point d'interrogation. Mm. Moi, cette semaine, j'ai organisé une visite des geôles du ministère de l'Intérieur parce que quand il était occupé par les nazis, il y avait des geôles dans lesquelles étaient torturés des résistants. C'est un lieu de mémoire et de commémoration. Et je peux vous dire que c'est une histoire récente dont nous devons encore nous souvenir. Et c'était aussi le sens de cette Et c'est résolution. là C'est-à-dire que l'histoire ne doit pas bégayer, encore une fois. Il y a en ce moment un très beau spectacle au Théâtre Antoine avec Christiana Reali qui joue la vie de Simone Veil et qui partage son combat, bien sûr, pour les droits des femmes, mais surtout, il y a de longs passages sur la Shoah, sur la vie en déportation, sur la réalité crue de ce qu'elle a pu vivre. Moi, j'ai emmené mes enfants parce que je trouve que c'est fondamental que les jeunes générations
sache ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus. Yann Kelevitch disait déjà dans les années 70, je le cite, l'antisionisme, c'est la permission d'être démocratiquement antisémite. Est-ce que c'est aussi une analyse que vous faites aujourd'hui, Oui, Marlène bien sûr, Schiappa? bien sûr. Alors, on a toujours le droit, évidemment, de critiquer les décisions politiques du gouvernement de l'État d'Israël. Antisioniste, ça veut dire nier l'existence de l'État d'Israël. C'est pas critiquer la Mais c'est politique, c'est exactement. nier l'existence de l'État C'est pour d'Israël. ça que je le précise, parce que certains nous disent ouais, on n'a pas le droit de critiquer. On a le droit de critiquer. Il y a des choses légalement qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit de nier le droit à exister. Quand April Benayoum, Miss Provence, qui est candidate pour Miss France, reçoit des menaces de se faire gazer, je cite, parce qu'elle dit que sa mère est italienne et son père israélien, c'est antisioniste, antisémite, c'est abject et je me réjouis des condamnations. C'est moi qui avais signalé à la justice par des articles 40 ces faits-là. Donc là, c'est très clair, mais on n'a pas le droit de nier l'existence de l'État d'Israël. On n'a pas le droit non plus d'appeler au boycott. C'est important, je crois, de le rappeler. Il y a des mouvements qui, sous couvert, appellent au boycott de l'État d'Israël. Appeler à boycotter un État, ce n'est pas possible Et on vous légalement en dit, France. vous savez ce qu'on vous répond, on a bien boycotté l'Afrique du Sud. Et donc, ces personnes qui vous disent ça, ils mettent un signe égal entre Israël et l'Afrique du Sud, entre l'apartheid d'Afrique du Sud, et ils disent Israël est un État apartheid. Qu'est-ce que vous Mais répondez à ça? on peut pas d'abord, on peut pas faire ce type de comparaison, on peut pas faire de concurrence à cet égard. Et simplement, il y a une loi, il faut la respecter. Que des personnes souhaitent critiquer les positions de l'État d'Israël, parler d'histoire, défendre les droits des Palestiniens, etc., plaider pour deux États, tout ça, ça s'entend dans le débat démocratique. Chacun a le droit d'apporter sa position. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en Israël, hein, pour préciser les choses. Exactement, mais bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est une démocratie, donc oui, absolument. Alors, on en vient donc à tous ces sujets qui sont au centre de votre domaine de compétences ministérielles, la laïcité, l'islamisme, l'islam politique, ainsi de suite. Dans sa plaidoirie au procès de Charlie, Richard Malka, d'ailleurs qui en a fait un livre, l'avocat Richard Malka, a parlé des complicités intellectuelles qui ont conduit au massacre de Charlie. Il accuse ainsi ceux qui, dans les milieux politiques, associatifs et intellectuels, de Rokhaya Diallo à Virginie Despentes, en passant par Daniel Obono, on se souvient de leur déclaration de Pascal Boniface, ont véhiculé, je cite Malka, les accusations de racisme et d'islamophobie qui ont nourri la haine. Donc à l'encontre du journal. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire aussi pour vous que ces gens-là ont armé intellectuellement les tueurs de Charlie? D'abord, très beau livre de Richard Malka, Le droit d'emmerder Dieu. Si on doit acheter 2 livres cette semaine, ce sera le sien et le mien. Si on doit en acheter qu'un, achetez le livre de Richard Malka. Voilà, je le dis très clairement, je trouve qu'on a besoin d'entendre des voix comme ça, singulières. Et pour ceux qui l'ont vu, vécu et défendu, c'est aussi l'avocat de Mila. Et il a aussi mené ce combat à cet égard. Et d'ailleurs, Richard Malka a été présent pour le lancement du bureau de la laïcité que j'ai lancé cette semaine. Et donc oui, moi je m'associe pleinement et j'endosse pleinement le constat qui est fait par Richard Malka. Je pense qu'il y a un certain nombre de... Et d'ailleurs, il y a un autre livre, je sais que vous n'êtes pas une émission littéraire, et pardon aux auditeurs de Radio J, je vous donne trop de livres à lire, mais il y a un autre livre très beau qui est sorti récemment, qui s'appelle Ricochet, de Camille Emmanuel. Camille Emmanuel, c'est la femme de Luz, dessinateur de Charlie Hebdo. Et elle raconte ça. Et elle raconte aussi les compromissions, les gens qui ricanent, qui disent bien fait pour Charlie Hebdo. Voilà. Et elle explique comment s'installe finalement dans le pays à un moment. La préparation d'un crime, d'un massacre. Oui, exactement, la préparation et puis ensuite la justification. Il n'avait qu'à pas faire de dessin et puis tout ce qu'on peut entendre habituellement à ce sujet. C'est aussi très intéressant d'avoir son point de vue à elle de femme et de ricochet, comme elle le dit. Alors, la laïcité à la française, c'est pourtant un modèle pour le monde. Oui. Oui, bien sûr, parce qu'en France, grâce à la laïcité, nous sommes des citoyens, point. Nous n'avons pas à décliner notre appartenance religieuse. Voilà, je crois que c'est absolument fondamental et c'est ce qui nous permet justement de partager un même espace de vie, de travail, de loisirs, indifféremment de nos religions. On n'est pas un citoyen appartenant à une communauté, on est un citoyen, point. Et c'est ça d'ailleurs, je reviens à la question de l'antiracisme, c'est ça qui nous permet d'avoir des droits communs. Il n'y a pas un droit pour les citoyens juifs, un droit pour les citoyens originaires d'Afrique, un droit pour les citoyens corses, un droit... Voilà, il y a un droit commun qui s'applique à tous. C'est les valeurs de la tous. République. Hein. C'est la République, c'est le vivre ensemble. Ouais. Et alors, quand face aux caricatures de Mahomet et aux critiques de l'islam, on vous répond offense d'une religion, offense de l'islam. Qu'est-ce que vous répondez? Mais attendez, la liberté d'expression... Et en même temps, on vous a dit d'ailleurs à vous, vous êtes islamophobe. Oui, j'ai été représentée en une de Charlie Hebdo en train de donner un coup de pied dans les parties intimes d'un islamiste. Voilà, c'est le choix éditorial de Charlie Hebdo, mais moi j'ai toujours dit la liberté d'expression,
le droit de rire de tout, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'adhérer ou qu'on est obligé de rire. Mmh. Je vais vous dire, moi, en tant que responsable politique, je suis caricaturée, moquée parfois dans des émissions de télévision par des humoristes, etc. C'est pas très grave, je préfère trop de démocratie et trop de liberté d'expression à pas assez de démocratie et pas assez de liberté d'expression. C'est pareil pour Charlie Hebdo, on a le droit d'être vexé. Moi, vous croyez que je suis pas vexée quand je vois un certain nombre de caricatures qui sont faites ou parce que je suis une femme, on me fait passer pour sotte, alors que probablement j'ai lu et écrit au moins plus de textes que les personnes qui font ces caricatures et qui font ces montages. Mmh. Parfois, je suis vexée, mais voilà, je prends sur moi. Albert Camus disait: «Un homme, ça s'empêche». Voilà, une femme aussi parfois. Ça en fait parfois, mais il faut préciser aussi une chose, hein, il faut faire une différence entre une personne et ce à quoi elle croit. Exactement. Et d'ailleurs, critiquer une religion, ce n'est pas appeler à la haine des croyants. Mmh. Ce sont 2 choses, absolument, différentes. Moi, je suis très vigilante à ce qu'il n'y ait pas de discrimination, pas d'appel à la haine, pas d'appel à la haine des croyants. Néanmoins, De on tous a les le croyants, droit de tous les de croyants. tous les croyants, de toute religion, De bien sûr, et puis de toute ou de ceux qui ne croyance. croient pas, Oui, et heu, puis d'ailleurs, il n'y a pas forcément une frontière entre ceux qui croient et ceux qui ne croient mmh. pas. Il y a aussi des agnostiques, il y a aussi des gens qui réfléchissent, des gens qui à un moment ont une religion qui évolue, qui change, des gens qui à un moment donné dans leur vie, eh bien, se tournent vers la religion parce que ça correspond à leur chemin spirituel ou personnel d'un moment. Et je crois que la beauté de la République française, c'est qu'on ne juge pas, on n'a aucun jugement sur aucune croyance. Est-ce que vous diriez, donc, vu l'expérience que vous avez maintenant, au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, heu, on doit éviter une guerre de religion, une nouvelle guerre de religion? Est-ce que vous diriez que la société est malade de l'islamisme politique? Moi, je suis très vigilante, par rapport à l'islamisme. Oui, je pense que c'est une grave menace Mmh. et je vais vous Et dire très honnêtement. un nouveau totalitarisme? Oui, bien sûr, mais regardez la prise de Kaboul, avec quelle facilité les talibans ont repris Kaboul. Mmh. Ça a surpris beaucoup de monde, de voir avec quelle rapidité, ça s'est produit. Mais je vais vous dire honnêtement, quand je faisais la campagne du président de la République et quand j'ai été nommée au gouvernement en 2017, Mmh. je vous aurais pas répondu la même chose. Je ne pensais pas à l'époque que c'était, la menace principale, qui existait contre Qu'est-ce notre que vous pays. disiez à l'époque? Vous disiez comme, la gauche de la gauche? Non, Aujourd'hui? non, 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 Non? quand même pas. À l'époque, j'étais déjà, moi, les Ouais, attentats de parce qu'on a l'impression que vous 2015. avez évolué depuis. Ah, j'ai bien sûr évolué, oui, oui, j'ai évolué, mais sur 15 ans, 20 ans. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, effectivement, je me disais après tout, mais il n'y a pas forcément plus d'antisémitisme, il n'y en a pas dans les quartiers. Je trouve ça stigmatisant. Ensuite, j'ai regardé, j'ai échangé, et puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont aussi expliqué des choses, qui Mmh. m'ont invité. J'ai rencontré Yanis Roder, qui m'a invité dans sa classe en Donc on Seine-Saint-Denis. précise Yannis Roder, c'est l'auteur, l'un des auteurs qui a écrit en 2001, je crois, ou 2000, Les territoires perdus de la République. Absolument, et puis qui est membre maintenant de la commission Bronner sur le complotisme et qui est surtout et toujours et par choix un Et qui est historien, professeur hein, qui est historien, qui est professeur professeur d'histoire. d'histoire géo en Seine-Saint-Denis. Il m'a invité dans sa classe pour me montrer à quel point il y avait des tensions, à quel point c'était difficile et le travail qu'il faisait pour que chacun se parle. Et puis j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont justement expliqué, j'ai lu, j'ai rencontré, je me suis déplacée. Et aujourd'hui, honnêtement, maintenant en 2021, je vous dirais que, à mon sens, et j'ai un prisme, hein, je suis au ministère de l'Intérieur, donc j'ai peut-être un biais déformant, je ne sais pas. Mais à mon sens, en tout cas, oui, l'islamisme, c'est la plus grosse menace qui pèse aujourd'hui sur la France. La plus grosse menace. Oui, je pense, oui, Grosse oui. menace donc au niveau des idées, au niveau des actes, et il y a un danger terroriste aujourd'hui. Il y a bien sûr un danger terroriste et je veux saluer le travail des services sous l'autorité de Gérald Darmanin qui ont déjoué un certain nombre d'attentats terroristes. Alors certains étaient des attentats d'extrême droite, mais quand même l'immense majorité, ce sont des attentats islamistes. Et quand on voit à quel point le travail qu'on mène se fait pied à pied, dissolution du CCIF, dissolution de Baraka City, dissolution du collectif de fake Cheikh Yassine, dissolution des Loups Gris, dissolution encore cette semaine d'une maison d'édition qui prenait la haine des Juifs et le djihad, et d'autres dissolutions seront proposées par le ministre de l'Intérieur au président de la République en Conseil des ministres. C'est un travail de tous les jours. Est-ce que il peut se produire des attentats dans les prochaines semaines, les prochains mois? Est-ce qu'il y a ce risque? Oui, je ne veux pas faire de démagogie, ce ne serait pas responsable de ma part de vous dire Mmh. je vous garantis que la France ne connaîtra plus jamais d'attentats. Mmh. D'abord parce que la manière dont les attentats se préparent évolue. Regardez Anzorov, celui qui a commis l'attentat contre le professeur Samuel Paty, c'est quelqu'un qui manifestement, d'après les enquêteurs, se serait radicalisé dans sa chambre en regardant des vidéos sur YouTube et qui aurait pris ensuite des informations sur les réseaux sociaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait évoluer la loi et que c'est devenu maintenant un délit de donner des informations personnelles sur une personne sur les réseaux sociaux.
Donc oui, il y a une nouvelle manière et c'est très difficile. Nous, on fait dans tous les départements des CLIR, des cellules locales de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire, qui passent en revue justement ces différents endroits dans lesquels il y a de la radicalisation, tout simplement pour les faire fermer. J'ai vu qu'il y avait une décision de justice récemment à Toulouse sur l'imam qui avait tenu des propos antisémites. Qui a été relaxé, donc j'y étais à Toulouse, donc j'ai suivi ça. D'accord. C'était étonnant d'entendre le juge dire c'est un texte religieux et donc un État laïque ne peut pas condamner un texte religieux. Ouais. Le parquet a fait Le appel parquet a fait appel. au nom de l'État. Voilà, je n'ai pas le droit de faire de commentaires au nom de la Le parquet a séparation fait des appel, pouvoirs. ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que Et nous, c'était une plainte du préfet. absolument. Voilà. Et je salue les préfets et les préfètes, d'ailleurs, qui prennent leurs responsabilités. Comme la préfète du Tarn, qui avait déposé plainte suite au fait qu'un homme radicalisé avait refusé de la saluer parce qu'elle était une femme. Quand on refuse de saluer la préfète, on refuse de saluer la République. Elle a bien fait de déposer plainte. Et ce que je veux dire sur Toulouse, c'est que nous, au ministère de l'Intérieur, on négocie pas avec l'antisémitisme. Il n'y a pas de l'antisémitisme acceptable ou dû assez au nom d'une religion, donc c'est OK. Non. Nous, dès qu'il y a un propos antisémite, on fait fermer l'endroit. Et alors, donc, comment vous expliquez aussi, on parlait de laïcité, on parle d'islamisme, de ses dérives, islam politique, donc ces dérives d'une partie de la gauche, et pour être plus précis, ces dérives de la gauche, d'une partie de la gauche, pas de toute la gauche, sur la laïcité. Comment vous expliquez ça? Franchement, c'est très difficile de l'expliquer parce que je pense qu'il n'y a pas un ressort. Je pense que vous avez d'une part des gens qui le font par électoralisme et qui ne s'en cachent pas. D'ailleurs, certains, quand vous avez des discussions privées, disent bien sûr, tu as raison, mais regarde ma circonscription, je ne peux Là, vous pas. pensez quoi à la France Insoumise? Oui, bien sûr. Et par électoralisme, Mélenchon, il fait de l'électoralisme. Mélenchon, c'est un mystère pour moi. Je vais vous dire, Mélenchon est extraordinairement républicain il y a encore 10-15 Bah, ans. déjà, c'est lui qui a fait le discours au moment pour l'enterrement de son ami qui était à Charlie Hebdo. Mais oui, donc c'est extraordinairement surprenant de voir la ligne qui est prise. D'abord pour lui personnellement, mais aussi par une partie de la gauche. La gauche, historiquement, c'est Jaurès, c'est Aristide Briand. C'est historiquement la gauche qui porte la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Reprenez des discours de 1905 de certains représentants du parti qui sont devenus maintenant le Parti communiste, mais qui étaient à l'époque déjà cette tendance-là politique. Alors que le Parti communiste, d'ailleurs, est toujours, entre guillemets, nickel là-dessus. Absolument. Le Parti communiste est très républicain. Si vous regardez les déclarations de Fabien Roussel, d'ailleurs, on a pu tout à fait compter sur le Parti communiste pour la loi confortant les principes républicains. J'en dis pas autant de la France insoumise. La France insoumise est borderline sur les questions de laïcité. Ça veut dire quoi, borderline? Vous reprochez quoi à la France insoumise? Vous reprochez quoi à Mélenchon? Mélenchon, il manque de clarté sur la question des valeurs de la République. Un jour, il va vous dire qu'il est un universaliste, qui défend les droits de la République, les valeurs de la République. Et puis le lendemain, vous allez voir qu'il va défendre les islamistes et il va rentrer dans un discours victimaire qui ne rend pas service. Dire aujourd'hui aux jeunes musulmans en France, il y a un racisme d'État, la France vous maltraite, etc., c'est les rentrer dans une spirale de victimisation et c'est les pousser dans les bras des personnes qui vont les radicaliser. Donc je crois qu'il faut être très clair sur le fait qu'il n'y a pas de racisme d'État. Il y a en France un racisme structurel, comme il y a un antisémitisme et des actes antisémites, mais il n'y a pas de racisme d'État, il n'y a pas de loi raciste. En France, on parlait de l'apartheid tout à l'heure, il n'y a aucune loi qui soit comparable à ce régime en France aujourd'hui. Bah justement, ça nous conduit à parler d'un autre sujet, on va parler d'Éric Zemmour. Ah. Il y a eu énormément d'acteurs de la vie publique, de la vie intellectuelle, qui ont cherché à faire réveiller les consciences, notamment celles de nos dirigeants, de nos élites et de nos élus sur ce danger de l'islamisme. Est-ce que vous n'êtes pas un peu amer, Marlène Schiappa, que ce sujet soit capté aujourd'hui par quelqu'un comme Éric Zemmour, après l'avoir été par Marine Le Pen? Moi, je crois qu'il ne faut ne laisser aucun sujet à l'extrême droite. Et d'ailleurs, souvenez-vous, à l'époque, quand Ségolène Royal dit qu'il faut chanter la Marseillaise et se réapproprier le drapeau français, tout le monde ricane en disant c'est pas vrai, c'est pas de gauche, on est le Parti socialiste et donc au nom de je ne sais quoi, on ne peut pas chanter la Marseillaise et on ne peut pas se réapproprier le drapeau français. Donc ça, c'était la campagne de 2007. Hein. Absolument, et je pense que c'était une erreur du Parti socialiste et que Ségolène Royal avait pour le coup, parfois je ne suis pas d'accord avec elle, mais pour le coup, je pense qu'elle avait une bonne intuition politique sur le fait que les Français avaient envie aussi d'être patriotes et d'avoir leur drapeau français et de chanter la Marseillaise et qu'on ne les en blâme pas et qu'on ne nous dise pas que c'est d'extrême droite. Et en ce qui concerne Éric Zemmour et la lutte contre l'islamisme, il peut dire ce qu'il veut et tenir des propos de plateau télévision. Nous agissons. Jamais autant un gouvernement n'avait, par rapport à Emmanuel Macron, agi autant
contre l'islamisme radical. C'est Emmanuel Macron qui a nommé l'islamisme radical, qui a nommé le séparatisme. C'est Emmanuel Macron au Muro qui prend à bras-le-corps un certain nombre de sujets, l'entrisme dans les associations, le financement, la question de l'islam en France, la question de la laïcité. C'est nous qui avons créé un bureau de la laïcité dans l'administration d'État, il n'existait pas, Hmm. qui avons créé le contrat d'engagement républicain et qui avons courageusement, avec Mais, Gérald Darmanin, dissous les et organisations alors, islamistes que j'évoquais ce que vous avez précédemment. dit tout à l'heure, mais par rapport à Eric Zemmour, donc on voit chez lui une obsession identitaire que l'on retrouve donc chez lui dans ses discours, dans ses prises de parole et ses thèmes de campagne. Alors comme la guerre des civilisations, la lutte contre l'immigration et la théorie du grand remplacement, l'interdiction des pronoms musulmans, il prône aussi l'expulsion de 2 millions d'étrangers de France, le rétablissement de la peine de mort ou ce signe égal qu'il met entre islam et islamisme. Que vous inspirent ces thèmes de campagne, puisque ce sont des thèmes de campagne de Zemmour? Mais je pense qu'il n'y a pas une seule de ces assertions, parce que ce pas vraiment des propositions, Mmh, qui règlent la vie des Français. mmh, C'est pas parce qu'on va interdire de donner Hicham comme prénom à nos enfants que demain les Français vont vivre mieux et que leurs problèmes vont être réglés. mmh. Donc on voit qu'on est là dans l'anathème, au demeurant dans des choses qui, la plupart du temps, les propositions ne sont pas constitutionnelles. Quand on dit à Éric Zemmour, mais là il y a la Constitution, la Convention de Genève, des grands textes, on dit ah c'est pas grave, je les abroge. Mmh. Très Mais bien. qu'est-ce que vous pensez de ces thèmes de campagne? Est-ce que ça pollue le débat? Est-ce que c'est dangereux pour la démocratie? Les thèmes, moi j'ai toujours dit que les thèmes de campagne, quelle que soit l'élection, ce sont les Français qui les choisissent. Mmh, Et en fait, n'importe quel candidat peut décider de mettre des thèmes dans l'atmosphère. Au final, ce sont les Français qui disent si ça les intéresse ou si ça ne les intéresse pas. mmh, Et donc ce sera, là il est très tôt. Souvenez-vous, en octobre 2016, Alain Juppé était à 34% dans les sondages. mmh. Emmanuel Macron était, je crois, à 14-15, me semble-t-il. Moi, c'était Je déjà crois le qu'il était à candidat que 16, ouais. je soutenais, où Mmh, il était bas en tout cas. mmh, Et à l'époque, on disait Alain Juppé sera le prochain président de la République. Et chez LR, on se distribuait les postes en disant comment on fait pour que toi tu sois ministre, mmh. etc. Et nous, on nous disait Macron, vous allez finir comme Balladur, vous serez pas au deuxième tour, etc. Et la suite, chacun la connaît. Donc moi, je suis très prudente sur l'état de la campagne, de la pré-campagne présidentielle au mois d'octobre, quand l'élection a lieu en avril. Il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses d'ici là. Alors, on ne parlera pas de la campagne, mais quand même, je veux qu'on parle un peu de Zemmour. Au passage, quand Zemmour réhabilite Pétain, en expliquant qu'il a sauvé les Juifs français, ou qu'il nie aussi l'appartenance de la France à la France des enfants juifs assassinés par Mera à l'école aux Arts à Toulouse, parce qu'ils ont été enterrés en Israël, qu'est-ce que ça vous inspire? Il dit aussi que le procès Papon, il fallait pas le faire, et il met en cause le discours du Veldiv de Jacques Chirac. D'abord, la réponse de Monsieur Sandler était la meilleure et la plus digne qu'on puisse avoir. Moi, je me souviens parfaitement, je n'avais pas de responsabilité nationale à l'époque, je crois que j'étais élue locale, mais comme tous les citoyens français, j'étais bouleversée de savoir qu'on peut aller dans la cour de l'école, tirer une petite fille par les cheveux pour lui mettre une balle à bout portant À bout et touchant. à bout touchant. Vous avez raison, à bout touchant. Et enfin voilà, en tant que maman, ça m'a... Alors, je vais vous citer. Je trouve ça, en fait, ce que je veux dire, Éric Zemmour, c'est un charognard. Voilà, pardon. C'est un Je charognard. vais le Alors, dire comme ça, mais je trouve ça scandaleux, je trouve ça honteux. Hmm. Il a tenu d'ailleurs des propos révisionnistes quand il dit les Juifs français ont été sauvés par Pétain. Ce qu'il faut. Hein. C'est pas vrai. Je veux dire, moi, j'ai reçu un nombre incalculable de gens qui m'ont envoyé des documents officiels en me disant ça c'est mon oncle, ça c'est mon grand-père, ça c'est mon arrière-grand-mère. Voilà, on n'a pas été sauvés par Pétain. Pétain et le régime de Vichy n'ont pas sauvé les Juifs français. C'est faux historiquement. Moi, je suis. Imaginez si n'importe quel ministre prononçait ces paroles, il y aurait un lynchage et un appel à la démission à juste titre. Et si Marine Le Pen prononçait ces phrases-là, Mais de la même manière. elle serait effacée de la vie politique. Non, mais on a dit que Éric Zemmour était une personne outrancière, et donc au nom de l'outrance, vous savez, c'est l'invité du dîner ivre et outrancier, et au nom du fait qu'on se dit il est outrancier, et ben il peut dire un peu ce qu'il veut. Éric Zemmour, c'est un peu l'adolescent qui fait sa crise et qui pousse pour attendre de voir est-ce que les adultes vont réagir. À un moment, moi je dis aux adultes réagissez. Je suis étonnée qu'il ait pu dire à Ruth Elkrief vous êtes une pauvre folle en direct sur le plateau sur LCI. Je suis surprise qu'il ait pu dire à la journaliste de BFM TV vous êtes couverte de ridicule parce qu'elle a fait son travail. Éric Zemmour, il ne respecte pas les femmes, il ne respecte pas les juifs, il ne respecte pas les journalistes, il ne respecte pas les immigrés, il ne respecte pas non plus les faits puisqu'il tient ses propos révisionnistes. Une autre question le concernant les propos révisionnistes justement. Philippe Val, il était à votre place la semaine dernière et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je le cite, qu'en tant que juif, Zemmour et ce discours-là souffle sur le charbon de l'antisémitisme. C'est une aubaine, une pépite pour tous les salauds, pour les antisémites et pour la France. Vous dites la même chose que lui? Moi, je n'ai pas observé ça pour l'instant, mais moi, je défends des principes. Ben, quand il défend
quand il veut réhabiliter Pétain, quand il défend Papon en disant il fallait... Moi, je fais pas des analyses psychologisantes ou Ouais. Non, identitaires. Je ne mais réponds pas. je vais vous dire, Non, mais je réponds pas à Éric Zemmour par en tant rapport que à nos juif. auditeurs, hein, nos éditeurs qui en partie sont juifs se disent comment un juif comme lui peut tenir de tels propos. Oui, bien sûr. Est-ce que vous entendez ce mais type je vais vous d'interrogation dire, non seulement je l'entends parfaitement, mais ça m'est rapporté. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont rapporté ces propos. Qui vous rapporte quoi? Exactement les propos Mais que c'est-à-dire, vous venez de tenir. allez-y, que j'entende ce que vous dites. C'est ce que vous venez de dire, et moi je ne vais pas le formuler moi-même, parce que moi je ne veux pas, moi, m'ériger, je n'ai aucune légitimité pour m'ériger en porte-parole des Juifs de France. Est-ce qu'on vous dit par exemple, parce que ce qu'on a entendu, hein, des gens qui nous envoient des mails, qui appellent et tout, que le fait qu'ils soient juifs, c'est un faire-valoir, un alibi pour les antisémites. Vous l'avez entendu ça? Des gens m'ont dit j'ai honte qui s'expriment en notre nom. Et dans le même temps, ce que j'allais vous dire, c'est que pour moi, il y a une question de principe. Et donc, évidemment, si un jour on attaque Éric Zemmour parce qu'il est juif et qu'il est cible d'attaques antisémites, bien évidemment, je m'insurgerai contre ces attaques. Comme je me suis insurgée contre les attaques qui ont été faites contre sa conseillère, avec des gens qui faisaient des propos déplacée sur sa conseillère en tant que femme, en tant que féministe. Je ne peux pas laisser une personne être injuriée parce qu'elle est une femme. Combattons les idées, ayons le débat, mais n'attaquons pas les personnes. Et pourtant, certains sondages donnent Zemmour qualifié pour le second tour. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit de l'état de la France et du débat politique? Qu'est-ce que ça dit tout ça? D'abord, encore une fois, je veux prendre les choses avec beaucoup de recul. Oui, on est à 6 mois d'élection. Exactement. Les sondages peuvent évoluer. Important. Mais qu'est-ce que ça dit aujourd'hui? Il n'est pas candidat. Alors, ça dit évidemment quelque chose, mais il n'est pas candidat à l'heure actuelle. Il n'a pas fait acte de candidature, il ne s'est pas déclaré. Il n'a pas fait la moindre proposition, à part « je veux interdire les prénoms qui ne sont pas dans le calendrier français ». Il n'y a pas d'autres propositions. Comment on fait pour que les gens aient un travail? Comment on fait pour que les gens puissent s'occuper de leur famille? Comment on fait pour les propositions économiques, les propositions sur l'Europe, les propositions sur l'armée? Il n'y a pas de proposition présidentielle à l'heure actuelle. Et puis, par ailleurs, je vais vous dire, c'est quoi le rôle d'un président de la République? C'est d'être le garant des institutions, le garant des valeurs. Et de l'unité nationale. C'est ce que j'allais dire. Le chef de la nation est garant de l'unité nationale. Éric Zemmour commence sa campagne en attaquant par la haine, par la discrimination, en ciblant des catégories de citoyens. Il divise les Français. Un président de la République, il ne doit pas diviser les Français entre eux, il doit les rassembler. Et d'ailleurs, quand il compare Jean-Michel Blanquer à Mengele, ça m'avait échappé, vous me l'apprenez. C'est ce qu'il a fait. C'est évidemment scandaleux. Alors, dernière partie de cette émission, le rapport Sauvé sur l'Église. Le rapport de la commission Sauvé sur les violences sexuelles dans l'Église, 216 000 à 330 000 personnes auraient donc été agressées depuis 1950 par un prêtre ou un religieux alors qu'elles étaient mineures. D'abord, qu'est-ce que ça vous inspire? Justement, qu'est-ce que ça vous inspire? Du dégoût, évidemment, du dégoût par rapport à ces faits, du dégoût par rapport au fait que ces faits n'aient pas été révélés, dévoilés précédemment. Après, je veux saluer le rapport et la qualité du rapport Sauvé. C'est un rapport très, très difficile à faire. Il a été commandé par l'Église elle-même. C'est très bien que l'Église, enfin, ait ouvert les yeux sur ces questions. Et je veux surtout apporter mon soutien, parce que vous savez, il y a 1 adulte sur 5 qui a été victime de violences sexuelles dans son enfance ou de violences dans son enfance. Je veux apporter mon soutien aux gens qui nous écoutent et qui auraient été victimes de ces pédocriminels et leur dire qu'ils peuvent encore déposer plainte puisque nous avons allongé les délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs. Alors, le secret de la confession est plus fort que les lois de la République. C'est ce qu'a affirmé Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le président de la conférence des évêques de France. Il a été convoqué par Gérald Darmanin, donc votre ministre de tutelle, la semaine prochaine, à la demande d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui va lui être dit et qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Le secret de la confession est plus fort que les lois de la République. Je suis évidemment en profond désaccord avec cette déclaration. Moi, je respecte toutes les croyances. La liberté de conscience est fondamentale. Et je respecte la séparation entre les églises et l'État. Donc, l'État n'a pas à dicter son mode de fonctionnement à l'église. Donc, mais Emmanuel Macron a demandé qu'il soit convoqué. Qu'est-ce qui va lui être dit par le ministre de l'Intérieur? En revanche, ce que je veux dire après ça, c'est que rien n'est plus fort que les lois de la République. Et c'est justement tout le sens de la laïcité, tout le sens du débat que nous avions précédemment. Ce sont les lois de la République qui régissent notre mode de vie. Quand on a connaissance du fait qu'un crime sexuel est commis sur un enfant, on a le devoir de protéger cet enfant et de signaler les pédocriminels aux forces de l'ordre ou à la justice. Donc, dans ce cas, la confession n'a plus de raison d'être. Alors ça va être justement l'objet de l'échange. Le ministre de l'Intérieur, qui est aussi ministre des Cultes, a souhaité le convoquer pour avoir un échange. Là-dessus, sur la confession?
Bien sûr, pour avoir un échange sur les propos qui ont été tenus et les propos qui ont été tenus qui sont, Qui signifie que le droit canonique est supérieur au droit pénal français. oui et je crois qu'on ne peut pas, dire aux autres religions: «Vous devez respecter les lois de la République» et dire que là, il y aurait, une exception. Donc je comprends bien évidemment le sens de la confession Toutes les et religions l'importance de la traitées de la même confession, manière, c'est ça que vous voulez dire, hein? ah bien sûr, ça c'est aussi la laïcité. La Ouais. laïcité, c'est la séparation entre les églises et l'État et c'est aussi le fait qu'il n'y a pas de religion qui soit, privilégiée par rapport à une autre, c'est très Problème de clair. la confession, problème aussi, certains ont parlé du problème autour du célibat des prêtres, qui peuvent conduire à ce genre de dérive. C'est aussi ce que Oui, vous je sais pensez ou pas. pas? Non, moi je dirais pas ça. Je travaille sur la question des violences sexuelles depuis très longtemps et il y a des pédocriminels qui sont mariés, pères de famille, ou qui ont par ailleurs des rapports avec des adultes. Donc moi personnellement, je ne ferai pas de lien direct, entre, le célibat, et cela. En revanche, il y a des experts de la lutte contre la pédocriminalité qui disent que peut-être des pédocriminels s'orientent vers des trajectoires qui leur permettent d'être en contact avec des enfants. C'est le cas pour ceux qui veulent travailler comme, animateurs dans des centres ou dans l'église. Dernière question, Marlène Schiappa, qu'est-ce que vous voulez léguer à la génération suivante, à celle qui vient, à celle de vos 2 filles? Je voudrais bien léguer, 2 choses. Le respect, je Mmh. trouve que c'est une valeur qui se perd. Le respect, premièrement et deuxièmement, l'empathie. Je crois que beaucoup de problèmes de notre société seraient réglés si on avait un minimum d'empathie, les uns vis-à-vis des autres. Voilà, je pense par exemple à la question du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas, mais vraiment je n'arrive pas à comprendre ce qui fait qu'une personne ouvre son ordinateur ou son téléphone et envoie des injures à n'en plus finir à des gens qu'il ne connaît pas parfois. Je pense que l'empathie pourrait nous guider davantage. Et vous avez des raisons d'espérer ou de désespérer aujourd'hui, 4 ans et demi après avoir été nommé Oh, ministre? ça dépend des jours. J'ai les 2 et l'un l'emporte sur l'autre en fonction des jours, très honnêtement. Merci en tout cas, Marlène Schiappa, d'avoir répondu à Merci à notre vous, invitation. Bonne avec fin de plaisir. journée sur Radio J À et vous à aussi. dimanche prochain. Merci. Merci.